Ça papote, et le rythme ne change pas. Bon, on finit enfin par se pencher sur Isaac et le fait qu'il a décidé de se poser un petit peu. C'est un peu ce que laissait entrevoir à la fin de la saison précédente, c'est-à-dire que il veut se poser là, il veut peut-être reconstruire le coin pour que ce soit un nouveau lieu. Et au bout du compte, sa vengeance, c'est plus quelque chose qu'il considère directement. Alors on passe un peu de temps du point de vue de son monstre qui sait parler, qu'on a donc un tout petit peu introduit il y a quelques épisodes de ça, je ne sais plus exactement quand. Et ouais, déjà il s'amuse avec une poupée, il y a un monstre qui le regarde de travers en se moquant de lui, c'est drôle. Bref, et il finit par parler à Isaac et se demander ce qu'ils sont en train de faire en fait. Hein, pourquoi on reste là et quel est notre but? Notre but profond, c'est quand même de tuer, de bouffer de la chair humaine, ce genre de conneries. Et c'est vrai qu'Isaac se dit, mais vous obéissez un petit peu à mes ordres, moi qui suis créateur. Et au bout du compte, est-ce que c'est vraiment votre fonction première ou c'est ce qu'on vous a dit de faire et ce qui est resté ancré chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer un petit peu la donne et peut-être de faire quelque chose de différent? En fait, il est en pleine considération morale de la situation. S'il se dit que peut-être il peut arriver à mettre les bases de quelque chose de nouveau, réparer quelque chose, parce que en tuant ce méchant sorcier à la fin de la saison précédente, il a senti qu'il réparait le monde, qu'il le changeait en mieux, et c'était pas juste une question de je bute ceux qui sont contre moi. C'est dingue, quoi. Il se rend compte il peut être gentil, en fait. Avoir de la compassion, penser aux autres, c'est dingue. C'est comme si c'était une notion humaine tellement rarissime que c'est que maintenant que ça lui vient en tête que ça peut se faire comme ça. C'est un peu dingue. C'est un petit peu le truc avec ça, quoi. C'est vraiment 10 grosses minutes de considération mentale sur ça et je me dis, ok, très bien, hein, il a besoin aussi de se trouver un interlocuteur, donc déjà il y a son monstre, après il parle à la statue du sorcier qui l'a buté, ok, et je me dis, d'accord, mais je trouve pas que ce soit si profond que tu le fais passer, Isaac, et surtout c'est ancré dans une réalité tellement détachée de quoi que ce soit que le thème que ça pourrait renvoyer n'est pas vraiment à ancrer dans une quelconque réalité véritable. Ce qui fait que, ouais, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi aussi. Si le but c'est de défaire tout ce que la fin de la saison 2 et toute la saison 3 ont instauré par rapport à ses ambitions, ok. Pourquoi j'ai suivi ce gars en fait? Sérieusement, si c'est pour en arriver là, je sais pas, peut-être que ça ira plus loin, mais j'ai cette sale impression que soit on va complètement l'expédier dans la conclusion, c'est-à-dire qu'il y aura un élément déclencheur rushé qui le fera dire ok je me bats ou je vais être un petit peu obligé et puis combat rapide, un épisode voilà, soit et alors là je pense que ce serait même pire, il va juste se dire je veux me poser en fait. Après tout ce que j'ai vécu, je vais poser quelque chose de juste et au bout du compte, je représente une philosophie de vie qui est louable. Alors que je suis désolé, mais si c'est ce que vous voulez lancer, j'adhère pas. Il a beau nous balancer, oh, la race humaine n'est pas digne de confiance, elle est méprisable par moments, truc muche. Elle avait des raisons d'être contre toi lorsqu'elle était méfiante déjà. Et surtout, ça change rien au fait que tu as commis énormément d'exactions et que si t'es parti pour t'en tirer comme ça, nickel, sans avoir à retirer, sans avoir de conflit à faire, je trouve que c'est un peu insultant pour la menace qu'il a représentée, le gars. Donc, je sais pas, je vous cache pas que j'ai pas mal de doutes sur la suite de la chose. On le voit rapidement recevoir un appel via miroir magique de Varley, voilà, c'est ça, Varney.
et s'il décide de lui parler seulement maintenant, histoire d'appuyer une fois de plus qu'il est totalement détaché de ça, Isaac. Maintenant, je suis à part de Dracula et toutes ces conneries. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste me poser. Oui, parce que Varney lui dit, tu sais, j'ai peut-être un truc pour pouvoir ressusciter Dracula. Et il se dit, oh, ok. Comme tu veux, ça m'intéresse pas. Et Varney se dit, mais tu as cette considération, on n'a pas oublié qui j'étais, bordel de cul. C'est le gag, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage un peu important qu'on nous balance dans cette saison 4. Et on essaie de nous dire qu'il a toujours été présent, mais on s'en fout un peu de lui, parce que, étant donné qu'il apparaît que dans la saison 4, donc on essaie de faire cette espèce de double considération. Je sais pas, j'en ai un peu rien à foutre du gars, hein, ça change rien au fait que j'en ai rien à foutre du gars, que vous blaguez là-dessus. Hein. Ouais, on est à l'épisode 3, j'ai le sentiment que ça va être un méchant qui va durer une bonne partie de la saison. Et en fait, quand je vois ce que vous faites, j'ai vraiment le sentiment que c'est parti pour être une saison qui n'a pas été pensée pour être la fin. Donc, soit vous allez rusher la conclusion, soit il n'y en aura même pas. S'il n'y a pas de conclusion, ça va me saouler, je vous jure. Bref. Donc, il y a ça qui se fait. De leur côté, on va suivre Morana et Strega, qui sont en pleine marche militaire à travers toute la région qu'on a essayé de quadriller et qui se défend évidemment. Et il y a Morana qui se rend compte que bah c'est pas super ce qu'on est en train de faire. C'est compliqué, les gens se défendent, c'est une boucherie et voilà, du combat et ça commence à devenir un petit peu lourd. Au bout de 6 semaines, tu t'attendais à quoi? Alors, encore si c'était un truc qu'on avait mis en place sur une durée plus puissante que ça, plus prolongée que ça, je me dirais, il y aurait peut-être cette non-considération de la chose à long terme qui, qui viendrait s'insinuer petit à petit. Et ce serait un peu compréhensible. Par contre, là, tu te rends compte que c'est délicat, que forcer les gens à se parquer, tout et tout, ça amène des conflits difficiles et des boucheries, tout ça. C'est que maintenant que tu t'en rends compte. Tu savais pas ça avant. T'étais conseillère militaire de quelle façon avant en fait? Qu'est-ce que t'as géré avant ça? J'aimerais bien savoir Morana parce que t'es un peu conne. Sérieusement, t'es un petit peu conne. Et même Striga va être un peu bouche bée de la situation un peu plus tard. Mais pour l'instant, ouais, il y a vraiment ce côté. Est-ce qu'on n'a pas été en tort de suivre stupidement le rêve de Carmilla qui nous a balancé comme ça? Et Striga qui doute un petit peu du quand même, mais il y a des humains qui les attaquent de jour. Hein, elles sont dans les tentes, donc ils sont attaqués de jour. Et Striga qui vient donc se défendre, montrer enfin ses compétences dans son armure qui pète un peu la classe, je vous cache pas, et dans une séquence d'action assez cool, la séquence d'action de l'épisode, parce que c'est vraiment discussion. Il y a beaucoup de moments comme ça dans cette série maintenant que j'y pense, et c'est peut-être pour mieux amener ces moments d'action forts qui décapent, où on met plus de budget, c'est sûr. Mais ouais, donc elle se bat un petit peu contre les fermiers, les humains qui attaquent, alors que bon, il y a quelques vampires qui se font avoir par l'attaque de jour. Il y a un truc qui était qui était un peu intelligent, qui a été fait de la part donc, des humains qui les ont attaqués, c'est-à-dire déchirer les tentes pour que la lumière vienne à l'intérieur, et ils ont pas fait ça pour tous, juste quelques tentes. Les autres, c'est bon, ils les ont pas... Ils ont pas défaites, donc les vampires qui prennent un petit peu leur temps, je vous cache pas, ils ont besoin que Striga leur dise, c'est ça que je trouve assez dingue, quoi, se mettre dans leur combinaison aussi, dans leurs armures. Donc il y a au moins cette réflexion-là, même si c'est un peu bizarre pour moi, parce que vous avez dit, à la fin de la saison 3, vers la fin de la saison 3, que l'une des voies possibles pour avoir de la main-d'œuvre, ce serait de faire appel à des mercenaires. Et que c'était un petit peu le truc particulier qui pouvait faire en sorte que votre armée soit de taille à lutter contre tout ça. Et là, vous mettez en place que, c'est que des vampires qui se battent avec vous. Genre peut-être un ou deux mercenaires comme ça, mais je vois presque que des vampires qui se battent avec vous. Hein. C'est un peu bizarre, quoi.
C'est un truc que vous avez instauré dans la saison 3, c'est le fait qu'ils ont perdu une grosse partie de leur armée dans le conflit de la saison 2. Justement, et que justement, ils ont besoin des monstres d'Hector pour ça. Et c'est peut-être le truc qui fait bizarre, parce que voilà, donc on n'a qu'une armée de vampires et quelques mercenaires qu'on voit à peine, quoi. Ça a l'air d'être que des vampires. Je veux dire, il faut attendre qu'ils mettent tous leur combinaison pour commencer à se battre. Les mercenaires, ils attendent dans leur coin, gentiment, ils attendent que les vampires se battent pour se battre avec eux. S'ils se battent, je sais même pas s'il y a des mercenaires en fait. Ou alors c'est des mercenaires vampires. Peut-être à savoir. Donc, il y a ce truc qui est pas logique pour moi, parce que je ne comprends pas pourquoi elle s'attaquerait tout de suite en fait. Et donc, ça rend la discussion conflictuelle de Morana et Striga d'autant plus forcée. Parce que pourquoi ils attaqueraient maintenant? Pourquoi ils commenceraient à faire le tour de la région pour pouvoir un petit peu tout contrôler, alors qu'ils n'ont pas encore tout leur projet de prévu, qu'ils n'ont pas encore toute leur armée possible, ils attendent encore qu'Hector arrive à faire quelque chose? Pourquoi c'est maintenant qu'ils s'y jettent comme ça? Alors que on a bien mis en place que ce serait un truc compliqué, qu'il fallait pas y aller à l'emporte-pièce. Donc il y a ça qui est un peu bizarre. Mais bon, après ce moment d'action qui les pote bien une fois de plus, il y a Striga qui rentre dans sa tente pour parler à Morana et lui faire part de ses craintes, elle aussi. Tu sais, j'aimerais ne pas être d'accord avec toi, mais je me rends compte que Carmilla nous balance dans une mission qui n'arrivera jamais à son terme. Je serai toujours forcé de gérer le terrain à droite à gauche pour contenir toute poche de résistance, tandis que toi, Morana, tu seras obligé de gérer tous les approvisionnements du château, on ne pourra jamais se voir. Hein, ce ne serait pas génial pour nous, hein, de notre rêve, tout ça, tout ça. C'est, une fois de plus, ce genre de considération qu'elles n'ont que maintenant. Et il faut qu'elles attendent plusieurs semaines pour se dire, ah oui, tiens, il y a ça à prendre en compte. Ils n'avaient pas des masses d'expérience en tactique, apparemment, hein, pour se rendre compte que maintenant, quoi. Et elle commence à avoir vraiment de sérieux doutes sur le plan de Carmilla. En n'allant pas plus loin pour l'instant, puisque Carmilla leur fait un appel juste après, un timing, pour leur dire hé les filles, bonne nouvelle, Hector a enfin son putain de marteau. J'y pense que maintenant. C'est une petite réflexion que je me fais que maintenant. Il dit dans l'épisode précédent qu'il a forcément besoin d'un marteau pour pouvoir faire ces trucs de forgeron, hein, forger des corps, et donc invoquer des démons, tout ça, mais on a vu, ça me semble, dans le flashback autour du gars dans la saison 2, que justement il n'a pas eu besoin de ça pour faire revivre un chien mort. Est-ce que faire revivre un cadavre de chien mort, donc c'est-à-dire lui redonner l'âme qu'il avait juste avant, c'est pas exactement la même chose que de faire revenir un démon dans un cadavre humain? Euh, Compliqué en fait, hein, c'est compliqué la logique de la chose, hein, quand on s'y penche un petit peu. Bref, Hector a fini son truc, donc revenez au château pour qu'on fasse le topo, sachant que ça fait 6 semaines qu'elles sont sur les routes à gérer les différents conflits, ça va pas se faire tout de suite comme ça en un jour, logiquement le voyage de retour. Et c'est là que ça se termine, où on pose donc les gros doutes de nos deux amoureuses, et ouais, c'est pas à mériter pour moi. Soit il fallait mettre ça en place sur plus que 6 semaines, parce que c'est une fois de plus 6 semaines, hein, c'est ce qu'on a instauré, soit, soit il fallait leur faire avoir des doutes bien plus tôt, bien avant le début de cette bataille, et sans les faire passer pour des connes qui s'en rendent compte que maintenant en fait. L'idée est pas mauvaise, mais c'est pas très bien géré pour moi. Enfin bon, on termine sur un petit morceau sur Sci-Fi et Trevor, qui sont toujours donc à la capitale, où ils se rendent compte de la misère du peuple, montré de façon assez crue, assez impactante, je vous cache pas, et ils se rendent compte que c'est assez affreux ce qui se passe. Même s'ils ont déjà vu des tonnes de villes dévastées, ils n'ont jamais vu quelque chose de cette ampleur-là. Et ils se posent des questions, pourquoi les vampires sont encore là alors que c'est le premier lieu qui a été attaqué,
pourquoi c'est un coin particulier, cette capitale. C'est là que Trevor voit que le diamant qui a sorti de la poche ou de je sais pas trop quoi, d'un des cadavres qui s'est battu avec lui, brille au contact d'une lame. Je sais pas du tout laquelle. Je sais pas à quoi ça fait référence ou quoi que ce soit. C'est le truc qui m'a fait dire. J'ai loupé un truc. Il y a un truc, j'ai pas tilté, ça c'est pas venu dans ma tête. J'ai essayé de réfléchir un petit peu. Alors, cette lame, c'est quoi? Piou! Je vois pas. Hein, et ce diamant me rappelle rien, donc je vois pas. Est-ce que c'est en rapport avec Saint-Germain? Avec son opale qui brille à la présence d'un couloir infini, c'est une autre façon de voir un couloir infini. Pour quel rapport avec une lame en fait? C'est quoi cette dague en fait? Je comprends pas. Je comprends pas la signification. Je suis sûr qu'on aura une explication plus tard. J'ai pas suffisamment accroché à ce qu'on a raconté avant par rapport à ces détails-là pour que ça me fasse tiquer comme ça tout de suite. Mais bon, sans doute que c'est moi. Enfin bon, ils finissent par parler à Zamfir, je sais jamais. C'est à la fille. Elle parlait à la fille qui, une fois de plus, leur dit vous savez quoi, il faut encore que je vous jauge pour savoir si vous pouvez entrer dans la cour. Mais c'est là qu'ils finissent par dire tu sais quoi, nous aussi, ce serait bien qu'on te jauge pour savoir si on peut te faire confiance. Donc ils finissent par la laisser un petit peu en plan, tchè, vas-y, on part dans notre coin. Parce qu'on ne veut pas être les sous-fifres de quelqu'un, cette fois, on veut être les héros de notre propre histoire. Donc plutôt cool comme façon de l'envoyer pas être celle-là. Et c'est un peu mon passage préféré de cet épisode avec Sci-Fi et Trevor, même s'il est court, parce que ça a su poser avec un temps bien géré l'ambiance du coin et la mentalité des personnages qui ont vu du pays beaucoup de choses et qui finissent par avoir un peu un effet ras-le-bol. Plutôt bon ça, plutôt bon. Même si, ouais, ça donne un peu l'impression que ce conflit dans la capitale, il n'est pas parti pour se gérer, se régler tout de suite. Et ça prendra du temps sur le conflit contre Carmilla. S'il y en a un, en fait, je sais pas, moi j'ai vraiment le sentiment que j'ai un peu peur que ce que vous avez mis en place avec Isaac, Carmilla, ça va juste être des excuses pour qu'ils aient chacun leur propre scénario parallèlement sans que ça se recoupe vraiment. Voilà, et Carmilla, elle va continuer dans son coin, elle finira par se détruire elle-même parce que ses ambitions sont trop grandes. Ok, fin de l'histoire de Carmilla. Isaac, il continue de grandir dans son coin, il se dit merde, les combats c'est plus trop ça, je veux me poser, calme, paix et harmonie, je forme un nouveau type de société. Voilà, il finit son arc. On va avoir un truc sur Alucard, il va faire son truc dans son coin, il va se racheter une nouvelle bonne conscience, fin de l'arc. Et Trevor et Sci-Fi, voilà, ils vont lutter durant toute la saison contre ce con Varney, dont j'en ai rien à foutre une fois de plus, et qui sera le big boss de fin pour eux. Et fin de leur arc, et puis tout le monde est dans son coin, plus ou moins content, avec une conclusion. Si c'est ça, ça va être nul, ça va vraiment être nul. Mettre en place différents personnages éparpillés, l'intérêt de la chose, c'est de justifier que ça se rencontre, que ça se recroise à un moment donné. Sinon, c'est naze. C'était pas une série qui raconte un seul truc, c'est une série qui s'éparpille, c'est tout. Et si c'est ça, ça sera beaucoup moins satisfaisant que ce qu'on a fait dans la saison 2, hein. C'est sûr. Donc après, c'est pas impossible que ça parte sur la voie que c'était prévu pour être une saison en plus, et pas la dernière, mais qu'ils aient dû rusher à la fin pour combler ça. Pas impossible que dans les 2 derniers épisodes, ils se disent ok, il faut qu'on regroupe un peu tout ça, donc ils vont trouver une excuse à la vite, genre un miroir magique, une connerie comme ça, les couloirs infinis. Un couloir infini qui relie certains trucs à d'autres, et puis voilà, ils se retrouvent tous ensemble, une connerie comme ça, et puis conclusion là-dessus, quoi. Rapide. C'est pas impossible. J'en sais rien, ça me laisse vraiment pas présager que ça va me faire grimper au rideau là, à la fin, vu comme c'est parti cette saison 4. Hein. Mais ce n'est qu'une impression. Nous verrons bien quand on y sera. À bientôt pour l'épisode 4.
Bye.